l'intégration de l'île du Sahel et l'île de l'Aï, ainsi que la Nizla, bon, c'était intégré dans l'étude qui a été faite au début, donc en 2003. Seulement, après, les autres sont venus après avoir mené une étude sur la pêche. La pêche, et c'était un projet, donc le petit projet qui a été financé, donc qu'on a mené, c'était une sorte de forme participative qu'on a mené avec les différents usagers de la future aire marine protégée. Donc, ils ont vu, donc, quand on a été en contact avec eux, donc, les différentes sorties sur le terrain avec les pêcheurs et tout ça, donc, ils nous ont demandé à ce qu'on intègre l'île de l'Aï et l'île du Sahel. Voilà. Oui. Je vous donne le micro, M. Belbachir. Merci Monsieur Boutrelabet. Je voulais savoir concernant, bon, apparemment il y a une modification du zonage qui a été fait. C'est-à-dire il y a eu un premier zonage et maintenant, c'est-à-dire il y a comment je vais dire ça? C'est-à-dire que le zonage sera revu. Il est complètement. Donc, comme nous avons dit, Monsieur Moufaq, je crois, Monsieur Azoub, il suffit pas de protéger, de dire voilà, je prends une carte, je prends une règle, je mets le zonage. Le zonage, ça se discute, exact. Ça s'étudie. Il faut intégrer, parce qu'actuellement, si on veut vraiment réussir quelque chose, il suffit pas de faire un travail bureautique comme ça, de prendre des décisions unilatérales et de dire que je vais réussir. Ça, c'est un échec anticipé. Donc, la meilleure façon, c'est d'intégrer les gens tous les acteurs, tous les usagers de cette partie et leur proposer un zonage. Puis, certainement, moi, je vais vous dire qu'il faut négocier ce zonage. Voilà, en fait, c'est une approche participative et c'est la meilleure, je pense que c'est la meilleure formule. Je voulais savoir, bon, est-ce que c'est en voie, ou bien est-ce que vous avez déjà un schéma de ce futur zonage, ou bien il est en négociation? Monsieur Belbachir, oui. Donc, nous, actuellement, on prévoit de refaire une étude qui est vraiment, comment dire, une étude approfondie sur toute la zone. Très bien. Parce que ce que nous avons ici, j'ai dit dès le début, c'est un truc basique, c'est un quelque chose, mieux que rien. On a quelque chose, mais il y a beaucoup de choses qui ont été remises en cause par, je vous cache pas, par l'expert Monsieur Belbacha, qui est un expert en la matière. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir et et ça marche pas. Par exemple, si je vous dis le zonage, on fait le zonage vers la mer, alors que, par exemple, du côté de Boulimat, du Sahel, il y a une forte urbanisation. Donc, je sais pas, il y a des gens, on a été sur le terrain, il y a des gens qui ont des jetés. Tu vas l'empêcher de venir se baigner, tu vas faire la zone intégrale juste complètement accolée pour la côte. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça. En fait, c'est ça. En fait, le zonage, avec l'approche participative, en fait, c'est une négociation. C'est une négociation avec toutes les parties prenantes et tant mieux. Je pense que c'est la meilleure approche. Exactement. Nous avons saisi le travail du petit projet qu'on a mené. Nous avons saisi une bonne volonté des différents usagers de la mer. Donc ils sont favorables pour la future aire marine protégée, pourvu qu'on les associe et qu'on discute. Ils tiennent beaucoup, ils insistent sur le zonage. Où est-ce qu'elle va être la zone intégrale et la zone tampon, ainsi de suite. Ils insistent beaucoup sur ça. Donc, et on les a rassurés que une étude sera faite et vous serez intégrés, comment dirais-je, associés pour ce travail et tout sera fait avec eux. Nous estimons que pour réussir notre projet, donc on doit travailler avec eux. Voilà. Très bien, merci. Autre question?
Bonjour. De travers vos différentes interventions à la radio et ailleurs, on entend toujours parler de la mise en place de l'aire marine protégée. On parle de la surpêche. Est-ce que d'autres mesures telles que la délocalisation de la décharge et des différentes carrières ou gisements dont vous avez cité tout à l'heure, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prévues dans le sens? Oui. Vous savez, on a parlé toujours des trucs juridiques. La législation, c'est-à-dire les lois et tout. Il y a ce qu'on appelle, comment on l'a dit monsieur Azoub, le scientifique ou bien certains gestionnaires, on est limité. On est limité. Il y a des fois où on ne peut pas outrepasser nos prérogatives. On fait des constats, on fait ce que la loi nous permet de faire. Notre statut en tant que gestionnaire du parc national de Gouréa. Mais arrivé certains je vais vous citer l'exemple de la décharge et des carrières d'agrégats qui sont c'est un combat quand même depuis la création du parc national de Gouréa. Et des fois on bute sur des décisions d'en haut politiques qui Je ne vais pas tarder à éclater en sanglots parce que là je pense que le port pétrolier, la décharge, l'aire marine n'a pas c'est des contraintes qui sont qu'on a pris en considération. Le port pétrolier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comment dirais-je, délocaliser. Il faut faire avec. Une brève intervention, Madame Bachir. Alors oui, juste une petite question, c'est une curiosité. Quand je vois dans votre objectifs globaux, police de la nature et surveillance, qu'est-ce qui est prévu comme action de biosurveillance pour l'aire marine protégée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Est-ce qu'il y a un programme de prévu? Et si vous êtes, même si c'est fait, ou si ça va être fait, Inch'Allah, puisque c'est un projet, ouais, à l'avenir, quelles sont les actions qui peuvent être proposées pour assurer cette biosurveillance? Comment contrôler et sévir aux actions sur la biodiversité? Oui. Donc, dans les actions qui sont comment dirais-je, envisagées, ce qu'on appelle des biogardes. C'est-à-dire, il va y avoir, c'est comme s'il y a un petit peu la même chose que ce qu'on fait actuellement avec la partie terrestre. Donc nous avons comment dirais-je, des gardes forestiers, des brigadiers, donc le corps technique qui veille sur la protection de la flore et de la faune terrestre. Excusez-moi, est-ce que oui, vous allez utiliser le même système législatif que pour le terrestre? Par exemple, si vous trouvez quelqu'un qui est en infraction, oui, et comment vous allez, même si vous avez un biogarde, comment il va faire? Il va appliquer quelle loi? C'est ça, il faudrait donc... Donc, c'est des lois, c'est des textes qu'il faut prévoir pour... Voilà, spécial. c'est ça. Voilà. Je le dis parce qu'il y a des étudiants ici qui font aussi un peu de législation environnementale pour qu'ils sachent que ce n'est pas très facile de créer une aire marine protégée. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Non. Même une aire protégée tout court. Parce qu'il y a des critères à respecter. Madame, pour avoir une idée, il faut savoir que depuis 2003, donc, le premier texte donc, de création des aires protégées, donc c'était en 2011, la 1102, donc en 2011, et pas depuis 2011, il a fallu attendre 2016, la fin 2016, pour qu'il y ait les textes d'application pour pouvoir créer une commission, donc la commission nationale des aires protégées et aussi la commission au niveau local, la commission wilayenne pour cette fameuse, qui va étudier l'opportunité de statuer sur le classement. Parce qu'il ne suffit pas de créer une aire protégée, qu'elle soit marine ou terrestre, oui, il faut avoir l'outil d'application
Oui. de la loi pour qu'un biogarde, ou qu'il soit aussi sur terre ou mer, pour que ce gardien de ce territoire puisse veiller à ce que la biodiversité ou l'écosystème soit préservé et qu'il puisse avoir les outils pour sévir. Alors comment ça se passe? Il faut aussi prévoir les visites, la fréquence. On peut créer une aire marine protégée, avoir 10 ou 100 biogardes, même si tu as 100 biogardes, et que ces biogardes-là ne peuvent pas, n'ont pas une fréquence de visite de l'aire protégée qui est régulière, oui, la prospection. Ouais. Si tu sors pas sur le terrain, tu ne surveilles pas ton aire, il n'y a pas de travail qui se fait. Donc les gens, ils viendront, ils vont dilapider ce qu'ils veulent dilapider ou impacter ce qu'ils veulent impacter. Voilà. Donc il y a la fréquence des visites, il y a la formation des biogardes, il y a les textes législatifs à mettre en place et qui ne restent pas théoriques, avoir l'outil d'application des textes législatifs. Avoir l'outil juridique, c'est très important. Parce que nous avons des lois, nous avons la loi de la chasse, la loi de l'environnement, enfin on connaît tout ça, et l'application ne peut pas se faire parce que nous avons les gestionnaires ne peuvent même pas, même les techniciens qui vont sur le terrain, ils trouvent un fennec ou des tortues qui se vendent ou des rapaces à la brise de mer ou des magots, on fait des photos avec. Chardonnerie. Des chardonneries, encore pire. Aussi, même le magot, on voit du magot et des aigles, on voit des milans et des rapaces. Les gens font des photos, ils font du commerce avec. Mais personne ne sévit. Et on peut peut-être voir qu'un responsable peut même passer devant, il ne peut rien faire. Il faut avoir, c'est ça qu'il faut discuter à l'échelle ministérielle, etc. C'est comment avoir l'outil d'application. Qu'on puisse avoir une loi écrite, elle est sur du papier, mais qu'on puisse, il est temps de commencer. On est quand même en 2017, on ne va pas attendre que la guillotine nous tombe sur la tête. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, madame, l'étude, parce que quand on fait l'étude, il y a aussi un plan de gestion. Et le plan de gestion, donc, on prévoit tous les outils pour la gestion. Donc, c'est un truc qui doit il doit être refait. Il doit être refait, donc prendre en considération de tout ça pour pouvoir avancer. Très bien, merci monsieur. Voilà. Je vous en prie, madame. Une autre intervention, sinon on va passer directement. Ok, il y a monsieur. Merci beaucoup pour votre conférence. En moi, c'est un espoir pour la ville de Béjaïa d'avoir une aire protégée ou une zone marine protégée. Moi, j'ai envie de savoir qui va se charger de la recherche et du suivi écologique. Est-ce que vous allez faire en profiter le département des sciences biologiques de Béjaïa, ou ça va être des entités, des experts au niveau national qui vont assurer cette gestion. Parce que le suivi écologique et la gestion des habitats, à mon avis, c'est un travail colossal. Oui. Donc, pour le suivi, d'abord, que ça aboutit. D'abord, on est à la phase pour vous dire que le dossier de classement, il est donc au niveau de la cellule, donc de la commission de classement à l'échelle nationale. Pour le reste, c'est pas. Je vous donne un exemple du travail qui a été fait sur la mise en place de la gestion durable de la pêche artisanale dans la future aire marine protégée. Le travail qui a été fait, donc il y avait une étude sur la pression donc de la pêche, déterminer et identifier les zones de pêche et les zones de non-pêche, la flottille, toutes les pratiques exercées et la pression donc sur ça. Ça a été confié, ça a été exigé par le MEDPAN, donc qui est un réseau de gestionnaires des aires marines protégées donc sur le bassin méditerranéen. Ça a été on a proposé des gens, il fallait qu'ils passent qu'ils donnent leur aval, parce qu'ils ont toute une liste de gens qui peuvent répondre aux exigences.
Ça a été un professeur qui a été fait, donc il est venu, M. Belbachar, dernièrement au cycle de conférences la semaine passée. Et je vous dis qu'il va y avoir d'abord un recrutement du personnel qualifié. C'est pas nous donc moi je suis pas spécialiste en truc de marin. Donc il va y avoir un personnel et quand ça nécessite des compétences, on va faire appel à des gens qui sont compétents dans la matière. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est pour juste savoir si vous allez travailler en collaboration avec des anciens et des étudiants du département. Et ils vont mettre en évidence, ils vont constater des choses, donc des résultats scientifiques, et qui finissent toujours dans des mémoires, dans des bibliothèques, mais aucun suivi ni derrière. Vous voyez, on vous signale qu'il y a un niveau de pollution très important, il y a des espèces qui vont disparaître, mais il n'y a aucun suivi derrière, parce que le chemin, il vient du bas, et ça n'arrive jamais ça n'attire jamais les autorités concernées. Mais s'il s'agit d'un staff veut dire installé au niveau national, et là j'en suis sûr qu'ils vont attirer quand même, les résultats qui seront révélés vont attirer les autorités concernées, vont mettre en place le nécessaire. Donc je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ne savez pas, mais sachez une chose, que l'administration, le parc national, c'est une EPA, c'est une entreprise publique à caractère administratif qui est dotée d'un conseil d'orientation. Ce conseil d'orientation donc se réunit donc tous les 6 mois. Et c'est lui qui approuve le budget, donc s'il n'approuve pas le budget, donc il passe pas, donc on sera bloqué, même le budget du fonctionnement et il sera bloqué. Et au sein de ce conseil d'orientation, nous avons des professeurs universitaires qui sont à l'intérieur et nous avons aussi un conseil scientifique, donc qui est présidé par M. Aïssani. Donc il y a 3 ou 4 professeurs qui font partie de ce conseil. Et donc à chaque fois il y a des études. Je vous donne l'exemple de l'étude qui a été faite sur le magot dernièrement. Et il faut qu'il passe par le conseil scientifique pour qu'il soit approuvé. Donc je pense que leur cachet est très important. Donc si il ne sera pas validé par le conseil scientifique, il va être rejeté. Merci beaucoup. On fait, voilà. Une question par M. Dahmana. Oui. Et ce sera la dernière avant de passer à l'autre conférence. Bonjour, donc je remercie M. Boutkrabat Rabah. Donc il a fait un petit aperçu comme ça, un peu trop rapide on va dire, mais c'est quand même suffisant. On a une bonne idée sur l'aire marine protégée. Donc je n'ai même parlé ce matin dans un cours aux étudiants, donc on aurait aimé les avoir ici aujourd'hui, ça aurait pu être comme un TP rapidement, ils vont voir un cas sur place, donc il y en a quand même certains, je reconnais des têtes. C'est bien, donc, mais ce que je voudrais savoir par rapport à ce conflit entre conservation de la biodiversité, de tout ce qui est gestion du parc national en général, y compris l'espèce marine, et tout ce qu'on avait soulevé tout à l'heure comme projet économique, la carrière d'agrégat, la décharge et tout ça, donc il est vraiment délicat, voire difficile, peut-être même impossible à délocaliser pour en quelque sorte travailler l'objectif de conservation. Moi je me pose la question, est-ce que par rapport au fait que c'est pas facile d'éliminer complètement ces activités qui ont un impact quand même très important, est-ce qu'on a pensé un jour, moi au niveau du parc national, ou au niveau du conseil d'orientation, est-ce qu'on a pensé à exiger des mesures compensatoires, que ce soit de la part par exemple du port, une mesure compensatoire, c'est pour essayer de payer ce qu'on détruit, non pas pour dire que c'est permis, mais peut-être dans le cadre du principe pollueur-payeur, mais un peu dans ce sens, mais c'est pour permettre au moins à la structure qui est le parc de pouvoir assumer un peu tout ce qui est impact, pouvoir donc mettre en place des projets, des plans d'action pour corriger, donc restaurer, pourquoi pas, avoir donc une source financière qui va venir de ce forme de compensation
pour essayer donc de concilier au maximum. Donc je ne sais pas ce qu'il y a déjà de ce genre d'initiatives qui ont été proposées, ce qu'il y en a au niveau national, au niveau du parc national de Gouraya. Sinon, j'ai aussi, bon ça c'est une question, je ne sais pas si vous avez peut-être une idée à dire là-dessus. Sinon, pour ce qui concerne, tout à l'heure on parlait de l'ouverture de nouvelles spécialités. Moi, je pense que c'est plus qu'indispensable pour l'université de Béjaïa, pour la région de Béjaïa en général, parce que je crois que ça existe déjà à Barj Bouararij, qui est une wilaya continentale, mais ça existe une filière de biologie marine. Moi, ça peut parler, ça peut concerner uniquement l'aquaculture qu'on peut faire un peu partout, pas uniquement dans les régions côtières, mais si ça existe là-bas, ça devrait au moins, quand même, à Béjaïa, ça devient évident. Je pense que on n'a peut-être pas de tout le staff enseignant pour prendre en charge tous les enseignements, que ce soit des théoriques, des cours ou des TP, TD, mais je pense que ça peut se faire. Ça démarre toujours avec un certain moyen, et puis petit en petit, on complète avec le recrutement, on complète avec la mise en place de paillages, de TP, pourquoi pas aussi des accords avec des gens à l'extérieur de l'université pour les bateaux et tout ça, c'est pour avoir un peu les possibilités de sortir sur le terrain. Je pense que c'est faisable et je suis vraiment pour cette idée-là, pour que ça soit concrétisé. Pas peut-être forcément marin, mais on va dire aquatique. Aquatique pour inclure même les milieux aquatiques d'eau douce, rivières, lacs et tout ça. On en fait chez nous quand même des thèmes de mémoire, on en fait des thèses sur les milieux aquatiques. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces thèmes-là. Je pense que s'ils trouvent une spécialité sur l'aquatique, ça serait encore plus clair, disons, meilleur. Voilà, donc je vous remercie. Merci pour votre intervention, M. Dahmana. Ok, une brève réponse, s'il vous plaît, M. Beldachir, parce qu'on doit passer à la dernière conférence. Il est déjà de 14 heures. Bien sûr, je laisserai à M. Boutkrabet le loisir de répondre à la question. Je voulais simplement intervenir pour mon collègue. Quand on parle de mesures compensatoires, en général, c'est toujours lié à des projets. C'est-à-dire, quand il y a un manque à gagner, par exemple, on négocie, par exemple, la limitation ou l'absence d'accès à une ressource, ou là, et on donne des mesures compensatoires. Un exemple bien connu, c'est le pescatourisme qui est en train d'être développé. Il y a la période du repos biologique. Vous ne pouvez pas pêcher, mais vous pouvez utiliser d'autres formes. Vous allez ramener avec vous des touristes qui vont vous payer. Ils vont vivre la vie, ils vont expérimenter la vie d'un marin. Mais moi, je pense que dans ce cas-là, quand il s'agit, par exemple, d'établissements, d'organismes qui polluent, ou là qui contribuent à la dégradation de l'environnement, je ne sais pas si on peut parler de mesures compensatoires. On ne peut pas, par exemple, être là comme étant un facteur de dégradation, ensuite, par exemple, créer des emplois pour autre chose. On l'a bien vu en cours qu'il fallait lier, il faut qu'il y ait un lien logique, un lien fort entre le projet qu'on a envie de faire et la ressource qui est dégradée. Donc moi je pense que ici c'est un peu alors s'il y a une organisation ou un organisme qui pollue, alors à ce moment-là ce qu'on demandera de faire, c'est de dépolluer ou trouver des mesures pour qu'il y ait le moins d'impact sur l'environnement. Mais par exemple polluer, ensuite essayer de trouver d'autres projets qui n'ont pas une liaison directe. On va créer des emplois, on va vous faire une clinique ou là, ça n'enlèvera pas la source de dégradation. Moi, je pense que quand on a affaire avec un pollueur ou là quelqu'un qui dégrade, à ce moment-là, il faudra, je pense que ça doit être dans le cahier des charges, les études d'impact sur l'environnement, comment faire pour avoir le moins d'atteinte possible par rapport à la dégradation de la ressource. Bon, c'est du moins comment je vois la chose. Merci. Très bien. Merci. Monsieur Boutkrabet, quelque chose à rajouter? Oui. Donc si vous permettez, donc ce que j'ai compris par rapport à l'aire marine protégée, pour les activités compensatoires, donc c'est prévu. Il y a donc dans le cadre du dossier, nous avons prévu des activités compensatoires pour les pêcheurs.
Moi, je pense que vous parlez donc du parc, sur les établissements d'une manière générale. Je pense que c'est quelque chose qui dépasse un peu le parc, donc c'est quelque chose qui doit être pris. Je pense que c'est pris au niveau donc du ministère de l'Environnement. Avant qu'un établissement soit créé, donc normalement on prend donc l'impact négatif. Donc il y a des taxes qu'il paye pour un peu compenser autre chose. Sinon, au niveau du parc, nous avons, on travaille, normalement c'est abouti, pour qu'il y ait des répercussions. Je vous donne un petit exemple. L'affluence touristique. Tous les gens qui viennent à l'intérieur du parc, vous savez, il y a un très grand nombre de visiteurs et donc de touristes qui viennent à chaque année. Donc, nous avons pensé comment cette dépense-là, qu'il y ait faire payer les gens et avoir le droit donc d'accéder à cette somme d'argent pour améliorer, pour réparer un petit peu les effets négatifs qui sont causés par ces derniers. Voilà. Et normalement, c'est bon, c'est abouti, ça va. Le parc ou les aires protégées auront droit donc à ces rentes afin d'améliorer leur gestion. Alors, merci à vous, Monsieur Boutakarabat, même si c'était un petit peu bref parce que c'était nous qui avons demandé que la communication soit un petit peu rapide et brève pour essayer quand même de passer à une autre. Alors, merci à vous, merci pour votre intervention. Juste une